Alors, bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce webinaire. Donc, on vient de l'activer. Bonjour Hugues. Bonjour Edouane, bonjour à vous tous. Parfait. Écoutez, on va attendre une petite minute ou deux, le temps que tout le monde arrive, surtout après la pause déjeuner. J'espère que vous êtes en forme. Donc, vous êtes assez nombreux, donc le sujet vous intéresse, c'est parfait. Juste, bon, j'attends un petit peu, comme ça je répète pas ce que je vais dire en introduction. Encore une petite minute et on n'attendra pas plus longtemps, toujours par respect à tous ceux qui sont à l'heure. Parfait, bah, écoutez, allez, encore quelques secondes et on démarre. Très bien, à nouveau, bienvenue à ce webinaire. On est le 12 juin 2025 et il est 14 heures, bientôt 14h02. On va passer une petite heure ensemble et je rappelle que ce webinaire a pour thématique, a pour sujet le TDAH, donc trouble déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Donc le but c'est de mieux le comprendre et mieux le prendre en compte. On va voir tout ça ensemble. Très bien, bah, j'espère que vous êtes, je suis bien connecté, parce que je pense qu'il y a un petit souci de connexion apparemment. On m'entend bien? Oui, moi je te vois bien, je t'entends bien et il y a actuellement 136 participants. Edouane. D'accord, très bien. Merci beaucoup, même c'est monté un petit peu plus. Juste, moi je ne te vois plus, donc je ne sais pas si c'est normal, et il serait possible que ça soit lié à ma connexion. Ah, Je tu ne me vois vais, plus? je ne te vois plus. Je pense que c'est lié à ma connexion. Je vais changer de réseau en espérant que ça marchera mieux. Ce qui va me déconnecter. Ah, effectivement, ça y est, Redouane a dû se déconnecter. Alors, Redouane s'est déconnecté, il va se reconnecter dans un instant. Je Et suis là, voilà, vous m'entendez, il ça va? revient Redouane. C'est parfait. Ben, c'est les Oui, aléas du direct et malheureusement on dépend des autoroutes de l'information, donc d'Internet. Très bien, ben, on va commencer. Donc comme je le disais, je ne sais pas si on m'avait entendu aujourd'hui, le TDAH, ce trouble, ce handicap cognitif. Donc on est le 12 juin et on est aujourd'hui la journée nationale Trouble déficit déficit. de l'attention à activité. Donc j'ai d'accueillir et de co Hugues. Donc alors bonjour à vous toutes, bonjour à vous tous. Donc Hugues de vas-y. Combarel, je suis le fondateur d'Atipi Conseil, un cabinet qui accompagne les entreprises sur tous les sujets qui sont liés à l'inclusion de la neurodiversité. Et dans ce spectre de la neurodiversité, on y retrouve le TDAH. Donc, on va passer une petite heure avec Redouane. Très bien, merci Hugues. Juste avant, est-ce que Redouane, ouais, est-ce que tu m'entends bien? Est-ce que j'ai l'impression que tu dois avoir les images et le son un petit peu en décalé? Est-ce que tu m'entends bien? Non, non, tout va bien Hugues. Très bien. Ok, Ben, très bien. écoutez, moi je me présente à mon tour. J'ai l'impression qu'il y a un petit décalage quand même de ton côté, mais nous on t'entend. Moi en tout cas, je t'entends très très bien. Donc je suis Redouane Benani, je suis cofondateur et dirigeant de Groupe Talent Handicap. Voilà, je vais en quelques mots ce que nous faisons, en fait ce que nous sommes, et pour ceux qui ne nous connaissent pas encore. Avant de Comment commencer, j'invite Hugues à présenter. présenter brièvement ce que fait son cabinet pour, voilà, pour qu'on comprenne en quoi tu peux être Oui. utile. Ouais, alors Atipi Conseil repose en fait sur quatre piliers. Un premier pilier qui est lié à la sensibilisation.
Donc déconstruire les préjugés, les fausses croyances, au travers de conférences, d'ateliers de sensibilisation, mais également de manière beaucoup plus ludique, sur un escape game maritime où on plonge le participant à vivre la vie d'une personne TDAH, mais également avec un TSA, avec une dysphasie, une dyspraxie. Comme premier pilier vraiment de sensibilisation. Deuxième pilier, où c'est de l'accompagnement stratégique des entreprises concernant leur politique handicap, leur marque employeur, mais également la RSE, les sujets qui sont liés à la RSE, et plus particulièrement le S de RSE. Un troisième volet, formation, où là, on accompagne la montée en compétences de l'ensemble des acteurs d'une organisation, au travers de la connaissance de la neurodiversité, le recrutement inclusif, le management, mais également la fidélisation. Et une quatrième partie qui, là, c'est la cerise sur le gâteau, c'est de l'accompagnement individualisé, personnalisé au travers du coaching professionnel, mais également du job coaching, où on accompagne les collaborateurs lors de leur prise de poste, lors de leur évolution au sein de l'entreprise, à trouver les étayages nécessaires et bénéfiques à la bonne exécution de leurs tâches professionnelles et de leur épanouissement. Un petit peu ce que propose aujourd'hui Atypique Conseil. Merci Hugues, merci, c'est très intéressant. En tout cas, voilà, tu es le spécialiste de la neurodiversité et c'était bien ce sujet de notre webinaire aujourd'hui. Un petit rappel de ce qu'est le handicap. Le handicap, on a principalement un service qui est le plus connu, qui sont les forums en ligne, des personnes en situation de handicap. Ce sont des forums nationaux qu'on organise plusieurs fois dans l'année. Il y en a 5 qui sont dans le calendrier, dans l'agenda de l'année 2025 et aussi 2026. On est aussi organisme de formation spécialisé handicap et inclusion. Donc, on utilise toujours le handicap comme une porte d'entrée vers l'inclusion, et on a aussi un service qui permet d'accompagner via des services digitaux les collaborateurs, les acteurs d'une entreprise, voilà, pour leurs questions autour du handicap de manière générale. Voilà, en quelques mots. Il y aura quelques détails à la fin du webinaire sur la formation et ce service qu'on appelle aujourd'hui hotline d'accompagnement. Voilà, une petite introduction pourquoi on a souhaité organiser ce webinaire. D'abord, je remercie Hugues parce que c'est lui qui m'a proposé d'organiser ce webinaire ensemble à l'occasion justement de la journée nationale du TDAH qui est aujourd'hui, et j'ai trouvé l'idée très intéressante. En tout cas, ça m'a fortement intéressé parce que je trouve le sujet important, donc intéressant aussi parce que moi, à chaque fois que j'anime avec qui est spécialiste dans un sujet, ça me permet aussi d'apprendre des choses. Ça qui est aujourd'hui. Ça peut créer des difficultés. Et c'est trouve en plus qu'il ensemble, mais en même temps, il est largement méconnu et mal compris, surtout quand il touche les adultes. Souvent, on pense TDAH côté enfant. Il a un fort impact sur la vie aussi bien personnelle que professionnelle des personnes concernées, donc pour pouvoir préserver leur santé, en particulier la santé mentale. Ça permet aussi de favoriser leur réussite professionnelle si on traite le sujet. Ça permet aussi d'avoir de bons rapports avec les autres, avec les managers, les collègues, et surtout pour éviter des incompréhensions, des conflits, voire de l'exclusion. Donc c'est important pour nous de traiter ce sujet. On a trouvé que c'était utile d'offrir aujourd'hui de mieux comprendre ce trouble et de mieux le prendre en compte. En fait, c'est dans le but de mieux le prendre en compte pour favoriser la réussite professionnelle et l'inclusion des personnes TDAH, que ça puisse offrir aussi à leurs employeurs, parce que c'est dans l'intérêt des personnes
concernés, mais aussi dans l'intérêt des autres, notamment les employeurs, ou quand on est salarié, ou les clients quand on est indépendant. Voilà un peu ce qui a motivé l'organisation de ce webinaire. Et encore une fois, merci Hugues de co-animer ensemble aujourd'hui ce webinaire important. Je t'invite à nous présenter un peu le menu. Ensemble aujourd'hui. Alors, tout d'abord, merci également Redouane d'avoir accepté ma proposition. Voilà, il me semblait pertinent en tout cas de pouvoir continuer à collaborer ensemble sur différents sujets. Donc, merci également à toi d'avoir accepté cette proposition. Alors, durant l'heure qui va suivre, on va essayer de comprendre ce qu'est le TDAH et de manière plus générale, ce qu'est la neurodiversité. On entend très souvent parler de neurodiversité, de TDAH, on entend beaucoup malheureusement de fausses informations à ce sujet. Et il était important pour nous de pouvoir faire un focus, un éclairage bien précis sur la réalité du TDAH au sein du milieu professionnel et le lien justement entre handicap et TDAH. On va effectivement aborder le recrutement et le management aujourd'hui des collaborateurs en situation de handicap avec un diagnostic de TDAH et derrière toutes les solutions concernant l'inclusion de ces personnes au sein de nos organisations. Et on aura un moment d'échange questions-réponses à la fin de ce webinaire. Merci beaucoup, Hugues. Justement, un petit rappel des règles, évidemment. Donc là, on a peu de temps, donc on vous transmettre le maximum d'informations sur le sujet. Et c'est pour ça qu'on souhaite vraiment à la fin. Donc n'hésitez pas à écrire vos questions dans le chat, dans la conversation. Et vous avez également un petit bouton en bas qui vous permet de demander le support, parce que le support, on le transmet que sur quand vous envoie le support, cliquez sur ce bouton, ou bien je crois qu'on va vous mettre aussi un lien dans la conversation qui vous permet également de remplir un formulaire pour demander si vous avez ou autre. Donc on va commencer par déjà comprendre ce qu'est la neurodiversité. Parce qu'on parle de neurodiversité, de TDAH, c'est quoi le lien entre... C'est quoi tout ça? Alors, la neurodiversité, c'est vrai qu'on entend très très souvent parler. Au cours de ce webinaire, on va vous donner quelques critères diagnostiques et j'attire votre attention sur le fait que ce partage d'informations scientifiques et médicales aujourd'hui ne permet à personne de pouvoir présupposer d'un quelconque diagnostic. Seuls les médecins aujourd'hui sont habilités à poser un diagnostic. Et voilà, une règle importante en tout cas avant de rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet. Alors, la neurodiversité, qu'est-ce que c'est? Redouane, est-ce que tu peux passer la slide, s'il te plaît? Parce que tu m'entends, Redouane? Voilà, merci. Je l'ai passé. Ah bah voilà, c'est bon, elle est arrivée. Alors, un petit décalage. La neurodiversité. Oui. Alors, la neurodiversité, qu'est-ce que c'est? Cette neurodiversité, elle reflète toutes les diversités cognitives propres à chaque individu, qu'elles soient cognitives ou cérébrales, et elle regroupe l'ensemble, c'est un petit peu comme un spectre, des particularités dans le développement neurologique et ou cognitif, avec des intensités qui sont variables. Il faut bien comprendre aujourd'hui que la neurodiversité, aujourd'hui, représente près de 20% de la population, soit environ 13,5 millions de personnes aujourd'hui en France qui sont touchées par ce spectre de la neurodiversité. Dans ces 20%, il y a des personnes qui sont diagnostiquées et d'autres qui ne le sont pas encore. Alors, dans la neurodiversité, vous allez retrouver trois grandes familles, trois profils. Le premier profil qui est le TDAH, donc le trouble déficitaire de l'attention, avec ou sans hyperactivité. On va retrouver le TSA, le trouble du spectre de l'autisme. Redouane, est-ce que tu as la possibilité de passer la slide suivante, s'il te plaît?
Donc, on va retrouver le TSA, le trouble du spectre de l'autisme. Alors, il faut bien, son nom et l'acronyme est bien... Ah, alors, Redouane est hors ligne. Alors, je vous prie de bien vouloir nous excuser pour cette coupure momentanée. Ah, Redouane, c'est bon, t'es revenu? C'est bon, je suis là. J'espère que là aujourd'hui, je sais pas, la connexion elle est pas bonne. J'espère qu'on m'entend. Oui, c'est bon, on t'entend bien. C'est parfait. Tu m'entends pas, Redouane? J'espère que C'est tout le monde bien. nous entend. Alors, donc trouble du spectre de l'autisme, l'acronyme est effectivement particulièrement bien choisi car c'est un spectre. Il ne faut pas résumer le TSA à une fausse image que l'on a de Rayman sur le bord du lit en penchant d'avant en arrière. Et on va avoir une troisième grande famille que sont les troubles 10. Alors, je vais continuer à utiliser la terminologie 10 malgré le fait qu'elle ne soit plus utilisée dans les terminologies médicales. Dans les troubles 10, vous allez retrouver trois grandes familles, la dyslexie, la dysorthographie ainsi que la dyscalculie, qui sont intégrés à ce qu'on appelle les TSLA, les troubles spécifiques du langage et des apprentissages. On va retrouver une deuxième famille dans les troubles 10 qui est la dysphasie, ce qu'on appelle les troubles de l'oralité et de la communication. Et on va retrouver les troubles moteurs et fonctionnels que sont donc la dyspraxie et la dysgraphie. Alors, aujourd'hui, on va s'intéresser de manière un petit peu plus précise au TDAH, donc le trouble déficitaire de l'attention, avec ou sans hyperactivité. Hop, et voilà le TDAH qui arrive. Alors, concrètement, le TDAH est un trouble, c'est-à-dire que vous naissez avec et vous décédez avec. Et on y viendra un petit peu plus tard pour vous expliquer troubles et maladies. Ce trouble-là, aujourd'hui, il se caractérise par trois formes. Une première forme qui est une présentation d'hyperactivité et d'impulsivité. Ce critère, aujourd'hui, est supérieur au critère d'inattention. Ça, c'est le premier critère diagnostique. On va avoir un second critère diagnostique qui va présenter plutôt une prédominance sur l'inattention. Et on va avoir une troisième forme qui est une forme combinée, où là, donc, on va avoir la partie hyperactivité, impulsivité et l'inattention. Après un diagnostic, avec un diagnostic et une prise en charge, aujourd'hui, l'impact que ces formes ont sur la vie professionnelle peuvent être atténuées. Le but de ce webinaire n'est pas de traiter la question du traitement du TDAH, ou en tout cas de l'accompagnement thérapeutique. Toutefois, je peux juste vous donner une information. Il existe aujourd'hui un traitement médicamenteux qui permet d'atténuer les symptômes, couplé avec ce qu'on appelle des TCC, des thérapies cognito-comportementales, qui accompagnent justement l'atténuation des répercussions de ce trouble. Alors, de manière assez simple et ludique, qu'est-ce qui se passe concrètement dans le cerveau d'une personne ayant un TDAH ? Dans notre cerveau, pour qu'un message passe, que la communication entre les neurones, entre les différents neurotransmetteurs, il doit être organisé. Et donc, dans notre cerveau, on a des agents, un petit peu de la police de circulation, qui va assurer que les messages vont démarrer au bon moment, vont s'arrêter au céder le passage, au stop, va respecter le code de la route. Ce qui se passe dans le cerveau d'une personne ayant un TDAH, ce sont cette police, ces agents de la circulation, si vous voulez, qui ont un dysfonctionnement. Et donc, les informations, parfois, ne s'arrêtent pas au stop, ne s'arrêtent pas au céder le passage, ne respectent pas forcément la limitation de vitesse, ce qui engendre certaines difficultés. On a tendance parfois à dire que le TDAH, c'est un effet de mode, c'est dû à une éducation positive, c'est dû aux écrans, c'est dû à une mauvaise alimentation, à trop de sucre, etc., etc. Alors, il est vrai que certains éléments que je viens de vous évoquer peuvent favoriser parfois un manque de concentration. Toutefois, dans la littérature scientifique, ce trouble-là, il n'est pas nouveau. Le premier à en avoir fait
avoir écrit dans la littérature scientifique. C'est fin des années 1700, c'est Sir Alexander Crichton qui a évoqué le premier les symptômes du TDAH au travers des observations pathologiques chez les enfants et chez les adultes. Donc, on le voit bien, ce n'est pas un effet de mode, ce n'est pas un trouble que l'on découvre aujourd'hui. Dans la littérature scientifique, on le connaît depuis déjà de nombreuses années. On va un petit peu pour le TDAH. Alors, écoute, Redouane, je vais te laisser peut-être lancer le sondage. Alors, effectivement, un petit sondage pour voir si vous avez écouté Hugues. Normalement, la réponse, il les a déjà donnée, hein, et j'espère que vous m'entendez bien. Oui. Vous avez une petite minute pour répondre à la première question. Est-ce que le TDAH est une maladie? Oui, non. Il y en a une petite minute pour voir les résultats. Que pensent voilà, les participants? Et puis la question qui vient après, est-ce que on peut en guérir? Voilà, la deuxième question, il n'y a pas de sondage, donc si vous pouvez plutôt répondre dans la conversation. Alors, est-ce que vous avez répondu? Normalement, ça devrait s'afficher automatiquement après 1 minute. Il me semble que la minute est écoulée. D'accord. Donc, on a le résultat. Effectivement, vous avez répondu majoritairement, donc à 79%, que ce n'est pas une maladie, et quand même 21% qui en dit oui. Qu'est-ce que t'en dis, Hugues? C'est quoi la bonne réponse? Alors, le TDAH n'est pas une maladie. Une maladie est quelque chose qui survient au cours de la vie. Une maladie peut être guérie. Je vais vous prendre un exemple très concret, et je ne vous le souhaite pas, bien évidemment. Le cancer est une maladie. Le cancer peut être soigné, on peut en guérir, et malheureusement, on peut aussi en décéder. Le TDAH n'est pas une maladie, le TDAH est un trouble. Un trouble, comme je vous l'ai évoqué tout à l'heure, c'est quelque chose que vous avez à la naissance et vous décédez avec. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de traitement pour guérir un trouble. C'est vraiment la différence notoire entre un trouble et une maladie. Donc, non, le TDAH n'est pas une maladie. Très bien, mais il y a des traitements quand même qui permettent d'atténuer les effets, oui. Non? Il me semble avoir entendu ça. Oui, c'est ça. Alors, il existe un traitement, et je vais être très très rapide sur ce traitement, c'est le méthylphénidate, qui est un psychostimulant, en fait, qui va accélérer le flux sanguin et donc va accélérer le passage des informations au niveau à travers les neurotransmetteurs. Il faut bien évidemment prendre dans la globalité l'accompagnement, c'est-à-dire qu'il n'existe pas que le traitement médicamenteux. Il est très fortement recommandé de le coupler avec un accompagnement psychologique comme les TCC, les thérapies cognito-comportementales, comme je l'ai évoqué tout à l'heure. Très bien. En fait, on peut dire que TDAH, il y a quand même différents degrés. Il n'y a pas oui. Un seul TDAH, et peut-être que les traitements, c'est vraiment dans des cas sévères. Oui, alors effectivement, il y a toujours une intensité dans les troubles. Là, aujourd'hui, on évoque le TDAH, mais que ce soit dans les troubles 10, que ce soit dans le TSA, on a effectivement des degrés d'intensité qui sont propres à chaque personne. Et une solution qui va marcher pour une personne ayant un TDAH ne marchera peut-être pas forcément sur son voisin qui a également un TDAH. Tout à l'heure, je l'ai évoqué assez rapidement, il y a beaucoup de mythes autour du TDAH. Alors, dès l'enfance, on va entendre que c'est à la mode, c'est la maladie des écrans. En réalité, premièrement, c'est pas une mode. Comme je vous l'ai évoqué, les premiers écrits scientifiques et médicaux remontent fin des années 1700 par Sir Alexander Crichton, qui est un médecin écossais. On l'a bien vu, ce n'est pas une maladie, c'est un trouble, donc c'est à vie. Et ce n'est pas la maladie des écrans. Aucune, aujourd'hui, étude scientifique n'a démontré de manière extrêmement claire et limpide qu'il y a, en tout cas, un lien entre le TDAH et l'exposition aux écrans. L'exposition aux écrans peut
tout le monde peut accentuer certaines répercussions du TDAH, mais les écrans n'est pas la cause du TDAH. Deuxième mythe qu'on entend souvent, c'est dû à une éducation laxiste dite positive et tout ce qui va toucher autour de l'éducation. Alors, pour être extrêmement clair là-dessus, l'éducation n'a strictement rien à voir avec le TDAH. L'enfant souffre du TDAH, mais pas que. Les parents souffrent également du TDAH, parfois d'une mauvaise compréhension, d'une mauvaise adaptation. C'est compliqué pour la personne, mais également l'environnement dans lequel évolue la personne. Donc, non, ce n'est pas dû à une éducation laxiste, positive et autres adjectifs. Dans la sphère professionnelle, auprès des adultes, on a également des mythes qui circulent, comme, ben oui, de toute manière, le TDAH, c'est facilement repérable. Tu sais, c'est celui qui bouge tout le temps à son bureau. C'est des personnes qui n'arrêtent pas d'être en ébullition, d'être de véritables piles électriques. Alors, aujourd'hui, ce n'est pas au travers ces clichés, ces mythes, que l'on peut affirmer qu'une personne a un TDAH ou n'a pas de TDAH. Comme je vous l'ai indiqué, seuls les médecins peuvent poser un diagnostic sur le TDAH. C'est facilement repérable. Comme je vous l'ai dit, on n'est pas médecin. On n'est pas là pour poser un diagnostic, pour jouer les pseudo-scientifiques. Il y a bien évidemment une liste de critères bien définis pour pouvoir poser un diagnostic. Et en termes d'hyperactivité et de pile électrique, le TDAH ne se résume pas systématiquement à de l'hyperactivité. Il faut bien comprendre que le TDAH peut avoir des phases d'inactivité totale, être en léthargie sur son canapé pendant 2 heures, 3 heures, 5 heures, toute une journée. Et puis, à un moment donné, tiens, hop, là, il y a besoin de bouger. Et donc, on va repartir sur des phases d'hyperactivité. Un deuxième mythe qui est très, très, très courant sur le TDAH, ils ne sont pas courageux. C'est des feignants, ils ne peuvent pas s'adapter au monde du travail, ils ne vont pas pouvoir s'intégrer dans une équipe, etc., etc. Bien évidemment, c'est faux. Le TDAH, une personne ayant un TDAH, est quelqu'un de très courageux. Pourquoi très courageux? Parce que depuis le départ, il rencontre des difficultés, augmente sa résilience et donc apprend systématiquement à s'adapter à un contexte, une situation, une organisation. Il faut bien comprendre que parfois les phases de, je vous prenais l'exemple tout à l'heure de léthargie sur un canapé, les phases d'inaction, c'est pas dû à un manque de courage, c'est dû à un processus chimique que comprennent la dopamine et la noradrénaline. Ils ont besoin, en fait, ces profils-là, d'être en permanence challengés. On va toujours devoir les amener à quelque chose, à un but précis et dans une durée très courte. Et on a la partie, ils ne peuvent pas s'adapter au monde du travail. Je vous l'ai évoqué avec la résilience, c'est les personnes ayant un TDAH sont continuellement en phase d'adaptation par rapport à leur environnement. Et Redouane, tu l'as déjà évoqué à plusieurs reprises lors de différents webinaires. Le handicap, ce n'est pas le handicap qui est handicapant, mais c'est l'environnement dans lequel évolue la personne ayant un handicap qui est handicapant pour la personne. Donc voilà un petit peu au niveau des mythes et des réalités que l'on peut avoir au sein de l'enfance et à l'âge adulte. Alors avec Redouane, on a voulu également vous montrer qu'on peut parfaitement réussir une carrière tout à fait épanouie, une bonne carrière. Alors après, vous mettez ce que vous voulez derrière le terme de bonne carrière, mais on a des personnalités aujourd'hui qui parlent très très librement de leur TDAH. On a Michel Simès, je ne vais pas vous le présenter, le médecin de France Télévisions. On a Loane, la chanteuse, Richard Branson, qui d'ailleurs a des troubles 10 également. On a Michael Phelps, le nageur multimédaillé au JO, championnat du monde. On va avoir Clément Viktorovitch, donc, qui est un chroniqueur politique, un politologue. Emma Watson, donc pour ceux de notre génération, c'est Harry Potter. On a Fabien Olicard et on a également Will Smith, acteur et chanteur. Et pour être très très clair, le TDAH, comme je vous l'ai évoqué, n'empêche pas d'avoir une carrière professionnelle. Et Merci. Je te laisse la suite. Merci beaucoup, Hugues. En tout cas, c'est très intéressant. Alors, moi, je vais poursuivre sur plutôt le lien entre le TDAH et le handicap. Et je vais commencer par
un petit sondage que je vais ouvrir tout de suite. Alors, le TDAH, est-ce pour vous un défaut, une qualité, une limitation, une différence, une force? Qu'en pensez-vous? Alors, vous avez voilà, un peu moins d'1 minute maintenant. Je suis curieux de voir un petit peu la répartition des réponses. En fait, quelle est la meilleure réponse, en fait, selon vous? Évidemment, vous pouvez répondre qu'une seule, hein. Il n'y a pas plusieurs choix. Ça serait trop facile et pour les personnes touchées par un TDAH, ça serait compliqué de faire un choix. Ouais, ça aussi, ça fait. Donc voilà, on a 71% qui disent que c'est une différence, 22% que c'est une force, 6% une limitation, 1% une qualité, et il y a 0% qui répondent à un défaut. Bon, qu'est-ce que tu en penses, Hugues, de ces réponses? Alors, 0% pour un défaut, c'est parfait, vous avez bien répondu. Alors, bon, alors pour une personne ayant un TDAH, pour être très clair, je prends ça véritablement comme une force. Et bien évidemment, il n'y a pas de limitation. Une qualité, c'est pas une qualité, et une différence. Effectivement, on a un processus de fonctionnement qui est très complémentaire au profil un petit peu plus conventionnel. Très bien. En fait, moi, voilà, pour moi, la bonne réponse, Oui. ou la meilleure réponse, c'est plutôt une différence, parce que chacun a ses forces et ses faiblesses, a ses limitations. Donc là, on peut pas qualifier le TDAH d'une limitation ou d'une force ou d'un défaut, mais c'est une différence. Voilà, on est tous différents et chacun va avoir à travers ces différences des qualités, des défauts, voilà, des forces et des faiblesses. Etc. Donc merci. En tout cas, la majorité sont d'accord avec moi. Donc 71%. Donc c'est parfait. Et je pense que ça, ce qui peut illustrer un petit peu ce qu'on vient de dire, c'est cette image, hein, des animaux en fait qui doivent passer un examen. Et on leur demande, voilà, pour réussir l'examen, vous avez la même consigne, donc c'est le principe d'égalité, vous avez êtes soumis tous à la même règle, c'est aller grimper sur l'arbre, et c'est celui qui réussira à grimper le premier, bah, c'est celui qui aura gagné et qui aura réussi l'examen. Donc finalement, c'est absurde parce que y en a qui vont être plus forts dans certains domaines. Les poissons qui va être, on peut pas rivaliser un poisson pour nager, le singe pour grimper, etc. Donc on a tous des différences et du coup des aptitudes différentes, et on peut chacun faire des choses qui correspondent à nos aptitudes et les faire très très bien. Et, euh, et les faire de manière à être utile aux autres. Et d'ailleurs, j'aime bien cette petite phrase d'Albert Einstein, c'est tout le monde est un génie, mais si vous jugez un poisson sur ses capacités à grimper un arbre, il passera sa vie à croire qu'il est stupide. Et c'est un peu ça. Si une personne TDAH, voilà, on considère qu'elle est stupide parce qu'elle peut pas faire certaines choses qui correspondent pas à ses forces, à ses capacités, bah, c'est pas bon. Par contre, si on lui demande de faire d'autres choses là où elle est vraiment, elle a des capacités extraordinaires, bah, là, elle va être vraiment forte. Donc, pour résumer, chacun peut accomplir un travail différent, utile et qui correspond à ses capacités, à ses aptitudes, etc. Voilà un peu je pense, le message qui est important à garder. Une personne TDAH, elle est différente. Je pense qu'on est tous différents. Il suffit juste, voilà, là pour les TDAH, il y a quand même des choses qui sont très très marquantes. Il faut voir où est-ce qu'elle est, où est-ce qu'elle a des qualités, des forces, et c'est là qu'il faut exploiter. N'hésite pas, Hugues, hein, si tu veux Oui, à rajouter des choses ou intervenir. merci Redouane.
Donc le plus grand problème, je pense pour tout le monde, il n'y a pas seulement pour les personnes avec un TDAH ou avec un handicap de manière générale, c'est quand les gens ne font pas ce qui leur correspond, là où ils ont des facilités, là où ils peuvent exprimer leur talent. Et comme je l'ai dit, on a tous des aptitudes différentes, on a tous des expériences de vie différentes, des appétences différentes. Et ce qui est important, c'est vraiment faire correspondre voilà, nos aptitudes, nos connaissances, nos envies, en fait, nos appétences à ce qu'on peut offrir aux autres au niveau professionnel. Donc, Ouais, oui, vas-y, ouais, Hugues, s'il te plaît. juste un petit point. Tout à l'heure, on l'a évoqué sur les neurotransmetteurs que peuvent être entre autres la dopamine. Mais un profil ayant un TDAH, il faut qu'il éprouve véritablement du plaisir. S'il n'y a pas de plaisir, les impacts du TDAH vont être beaucoup plus importants que dans une situation de plaisir et de récompense immédiate, et en tout cas sur une échelle temporaire très très courte. Voilà. Mais on y reviendra tout à l'heure. Merci beaucoup, Hugues. C'est vrai qu'il faut qu'on accélère parce que le temps passe Oui. vite. On peut parler des heures du sujet. Tout simplement, déjà, je vais passer rapidement. Le TDAH est un handicap parce que c'est aujourd'hui, ça correspond à la définition de la loi de 2005. Parce que c'est tout trouble ou toute chose qui peut limiter la personne alors j'espère que ma connexion, j'ai l'impression Oui. qu'elle Non, on pose t'entend bien. problème. On t'entend D'accord. bien, Donc, Redouane. en tout cas, tel que la loi définit le handicap, là, surtout la loi de 2005, ben, le TDAH correspond à cette définition parce qu'il limite, le TDAH limite la personne dans son activité, ça restera dans sa participation à la vie en société, et ça dans un environnement donné, donc la personne peut peut rencontrer des limitations, etc. Donc le TDAH, par rapport à cette définition, est un handicap, sachant qu'avant la définition de la loi de 2005, euh, le handicap était défini différemment, le TDAH n'était pas considéré comme un handicap. Donc c'est nouveau, hein, ce n'est que depuis 2005 que la loi a officiellement intégré le TDAH dans les familles de handicap. C'est une chance parce que ça permet de donner aux personnes qui sont touchées par ce trouble des droits, des possibilités d'adapter l'environnement pour qu'elles puissent travailler dans de bonnes conditions et faire un travail qui correspond à leurs aptitudes. Donc ça, c'est très très important. Euh, donc je rappelle un peu les éléments majeurs de la loi, c'est que ça permet de définir de manière plus large le handicap, ça permet de dédramatiser le handicap et surtout d'introduire la notion de l'environnement, comme l'a dit et l'a rappelé Hugues, c'est finalement, à travers cette loi, c'est l'environnement qui crée la situation de handicap. C'est pour ça qu'on parle de personnes en situation de handicap, parce que c'est une situation qui correspond à un environnement. On peut avoir un handicap et ne pas être en situation de handicap si l'environnement il est adapté. Ça permet aussi d'introduire la notion de compensation et d'accessibilité pour adapter l'environnement à la personne. Je rappelle que l'obligation d'emploi travailleurs handicapés qui est introduite aussi par la loi, hein, qui fait partie des éléments majeurs, je rappelle qu'elle oblige les employeurs à partir de 20 salariés, aussi bien dans le privé que dans le public, d'avoir 6% de personnes qu'on appelle bénéficiaires d'obligation d'emploi, c'est-à-dire qui justifient de manière administrative d'un handicap, pour toujours dans un principe d'égalité des chances. Parce que si une personne elle est limitée dans son accès à l'emploi ou dans son évolution professionnelle, etc., ou dans ses possibilités de travail, cette loi de 2005, avec ces 6%, permet de rétablir un peu l'équité pour compenser le désavantage qu'on subit grâce à cette limitation. Voilà. Donc là, je l'ai déjà dit, TDAH est dans le champ du handicap depuis 2005.
parce que ça limite la personne dans ses possibilités de métier, parce que ça nécessite des aménagements, souvent organisationnels, hein. C'est souvent des petits aménagements qui sont pas coûteux, c'est simplement, il faut connaître, comprendre ce trouble et lui apporter des solutions adaptées en termes d'organisation pour permettre à la personne de travailler efficacement, dans de bonnes conditions, éviter les incompréhensions, etc. Et surtout favoriser aussi sa réussite à l'école et au travail. Évidemment, TDAH, pour qu'il soit reconnu et qu'il puisse, dire une personne TDAH puisse bénéficier des aménagements dont elle peut avoir besoin, il faut déjà qu'on sache qu'elle est TDAH et qu'elle ait un justificatif administratif. Sinon, on peut pas. Sinon, c'est facile, hein. N'importe qui peut venir dire je suis TDAH, j'ai besoin de tels aménagements. Non, il faut qu'il y ait d'abord un diagnostic, l'a dit Hugues, par des professionnels pour valider que la personne elle est vraiment TDAH. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, on estime à plus de 2 millions de TDAH en France. Et le chiffre qui est, je dirais, le plus important, c'est que 80% de ces 2 millions ne sont pas diagnostiqués, soit parce que les personnes ne le savent pas. Est-ce que faire cette démarche pour aller vérifier si on a un TDAH ou pas, c'est pas habituel. Donc en tout cas, pour vérifier, il faut faire cette démarche. Et une fois qu'on a diagnostiqué qu'on a un TDAH, il faut faire la démarche administrative pour faire reconnaître ça comme handicap et devenir ce qu'on appelle un bénéficiaire ou une bénéficiaire de l'obligation d'emploi de travailleur handicapé, qui permet derrière, dans son travail ou dans son accès à l'emploi, de bénéficier d'aménagements pour favoriser la réussite et l'inclusion. Voilà, vous avez ici un petit extrait du site de l'association Hyper Super TDAH France, qui est une association reconnue dans le domaine du TDAH. Ils ont fait une enquête, ils ont posé à beaucoup de personnes TDAH la question: auriez-vous souhaité être diagnostiqué plus tôt? Et tous ont répondu oui, parce qu'ils estiment qu'un diagnostic précoce leur aurait permis de mieux se comprendre et d'être mieux compris surtout. Ils auraient pu suivre des études plus poussées, ils auraient pu tenir compte de leurs particularités pour choisir un métier plus adapté. Voilà pour la partie reconnaissance. Juste rapidement, pour avoir cette reconnaissance et être BETH, il y a plusieurs justificatifs, si on veut. Si on a déjà, par exemple, on est étudiant ou élève entre 15 et 20 ans, et on est ce qu'on appelle PPS, c'est-à-dire on a un projet, dans le cadre d'un projet personnalisé de scolarisation, ça fait office de BETH. Si on touche une allocation d'éducation de l'enfant handicapé, ça fait office de reconnaissance. Si on bénéficie de prestations de compensation du handicap, pareil. Ça, c'est quelque chose de très récent, hein, qui date du 1er janvier 2024, c'était pas le cas avant. Si on n'a pas ces éléments pour les jeunes, donc il faut demander ce qu'on appelle la reconnaissance de la qualité de travail handicapé, RQTH, auprès de la MDPH, c'est la maison départementale des personnes handicapées, qui s'appelle des fois, surtout récemment, maison de l'autonomie. Donc ça, c'est une démarche qui permet d'obtenir une attestation qui dit juste que vous avez un handicap, qui ne donne pas la nature de votre handicap, etc. Il y a aussi des choses, en fait, d'autres justificatifs, c'est pas l'objet d'aujourd'hui, mais qui à travers l'assurance maladie ou à travers de l'État, qui peuvent permettre d'être bénéficiaires d'obligations d'emploi. Je passe rapidement, parce qu'on n'aura pas le temps de tout détailler, et je vais pas faire le focus sur la RQTH et ce que ça permet. On va passer tout de suite à Hugues,
pour nous parler voilà, des situations concrètes rencontrées en entreprise. Oui, parce qu'il y a pas mal de questions. Oui, il y a pas mal de questions en fait. Là, je regarde un petit peu dans le chat, il y a pas mal de questions effectivement sur les répercussions et les aménagements. Donc, on rentre dans le vif du sujet. Alors, trois personnes que j'ai accompagnées dans le cadre de mon activité. Le premier, c'est Arnaud. Arnaud, il est membre d'un comité de direction. Et lors de ces comités de direction, dont il m'a partagé une anecdote. Il était face à une grande fenêtre, et face à cette fenêtre, il y avait une grue. Et donc, il s'est posé la question de savoir si par hasard, il mettait un bloc supplémentaire de béton où allait être le point d'équilibre pour la grue. Ce qui, bien évidemment, a un impact sur l'ensemble des membres du comité de direction, qui lui reproche malheureusement un manque de concentration notoire lors de ces réunions. Alors, il y a de multiples aujourd'hui possibilités d'aide et d'étayage. Alors, je vais vous l'annoncer très rapidement. On fera un focus un petit peu plus important sur les slides à venir, mais travailler, on va dire, sur la durée aujourd'hui des réunions, un positionnement pour éviter que le collaborateur puisse être perturbé par des sons, des bruits, des images, etc., etc. Bien mettre un timing bien précis, on va dire, pour chaque participant, avoir déjà une vision claire de comment va se dérouler le comité de direction, pour que Arnaud puisse très clairement pouvoir se positionner correctement et donc apporter son attention aux moments les plus opportuns. La deuxième personne, c'est Caroline. Alors, Caroline, elle est commerciale. C'est une personnalité, comme pouvaient la décrire en tout cas ses collègues. Elle est très impulsive dans sa façon de parler, dans sa façon d'agir. Elle termine les phrases avant même que les clients puissent les avoir terminées. Elle est ce que l'on peut appeler de manière assez cavalière ou assez familière. C'est pour ça que je l'ai mis d'ailleurs dans la définition. Elle est perçue comme quelqu'un de grande gueule. C'est des propos qui m'ont été ramenés par ses collègues. Effectivement, on peut, ayant un TDAH, on peut être impulsif, on peut terminer les phrases, on peut avoir un manque d'inhibition, c'est-à-dire parfois certains codes sociaux. C'est un petit peu compliqué. Alors ça passe par des TCC, des thérapies cognito-comportementales qui permettent de réadapter, de réencoder, si vous voulez, le système des interactions sociales. On peut passer également par des sensibilisations des équipes pour mieux comprendre le fonctionnement aussi d'une personne ayant un TDAH. On va le voir de toute manière sur les slides suivantes. Vous allez avoir pas mal d'étayages de proposés. Et puis, on va avoir Laurent. Alors, Laurent, il est conducteur de ligne. Il s'entend très bien avec ses équipes. Et d'ailleurs, l'ensemble des membres que constitue son équipe sont très heureux de l'avoir comme manager. Il travaille avec une intelligence émotionnelle, avec une empathie. Toutefois, au niveau de la direction, il est plutôt perçu comme quelqu'un de très bien, mais qui se disperse, qui a envie de répondre à tous les projets, à lancer de nouvelles innovations au sein de l'industrie dans laquelle il travaille. Et c'est vrai qu'il peut être perçu comme quelqu'un qui commence, mais qui ne finit jamais rien. Là, on va travailler sur des objectifs très clairs, très courts et à court terme. Les fameux objectifs SMART, spécifiques, atteignables. Bref, vous avez la définition. Alors, très clairement, le TDAH au travail, l'impact qu'on peut retrouver chez ces personnes-là, c'est parfois une régulation de l'attention qui est compliquée. Parfois, c'est une incapacité à rester concentré pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, ou sur une tâche qui demande un certain temps pour la réaliser. On va avoir la distractibilité, c'est-à-dire que chaque stimuli dans une pièce, chaque bruit, chaque odeur, chaque couleur, chaque vision va amener le collaborateur à réorienter son attention sur d'autres choses. L'impulsivité, on l'a vu tout à l'heure, c'est s'engager, dire oui à tous les projets, c'est terminer les phrases, c'est dire tiens là il y a ce nouveau projet, on y va, on fonce, mais est-ce que j'ai véritablement les compétences? Donc vous voyez, voilà, l'impulsivité n'est pas forcément l'impulsivité physique, elle peut être mentale, intellectuelle.
la gestion du temps. C'est très, très compliqué pour une personne ayant un TDAH de gérer son temps. D'où l'importance de travailler sur des micro-objectifs et faire des points de manière très régulière. Et on a également la dérégulation émotionnelle. Voilà, des difficultés, on va dire, à gérer les émotions, la joie, la colère, la frustration, voilà, toutes les émotions qui vont prendre dans certains nombres de cas des proportions, en tout cas avec une intensité beaucoup plus importante. Donc voilà un petit peu les différents impacts. Alors, Hugues, on va essayer d'aller vraiment à l'essentiel parce qu'il nous reste 10 minutes. Alors, et donc, je pense que on va passer. Tu me dis. Hein, oui, alors, TDAH au travail, effectivement, c'est une réelle force parce qu'on a une intuition et une rapidité d'analyse. Vous le voyez tout à l'heure avec l'adaptabilité, les collaborateurs ont un niveau d'adaptabilité extrêmement important. Donc, ils vont voir tout de suite, en fait, les résultats ou les bénéfices de telle ou telle fonction. Vas-y, tu peux passer, Redouane. Ah, pardon, j'ai sauté une alors, importante. Il y a effectivement la créativité, la pensée divergente, c'est-à-dire la pensée ce que j'appelle en mode popcorn, des idées qui arrivent, qui fusent en permanence. Et ces collaborateurs sont capables de gérer plusieurs idées à la fois. En termes d'adaptabilité, ils sont tout le temps obligés de trouver des solutions innovantes et un esprit effectivement hors norme, souvent à l'origine d'innovation et de création. Et dans le comportement qu'il faut adopter, c'est effectivement oublier l'hyper-contrôle et laisser le collaborateur innover dans un cadre quand même bien délimité. L'empathie, la sensibilité, tout à l'heure je vous parlais d'intelligence émotionnelle, qui est due effectivement à cette sensibilité accrue, en tout cas avec une densité plus importante. Et dans les comportements à avoir face à ses collaborateurs, c'est confier-lui l'animation, des moments de convivialité, de la synergie entre les membres d'une équipe. Ce sont généralement des leaders, des personnes qui sont assez charismatiques et qui ont des compétences pour rassembler autour d'eux, de fédérer autour d'idées. Ça, c'est sur l'empathie, la sensibilité, mais on va avoir également la flexibilité et l'adaptabilité. Je l'ai évoqué tout à l'heure, j'ai anticipé quelques slides avant, mais voilà, l'adaptabilité est quand même aujourd'hui une compétence et soft skills qui sont quand même très recherchées. Il y a cette polyvalence, capacité donc à s'intéresser à plein de sujets différents. Ils sont curieux par nature. Donc, ils vont aller rechercher la compréhension, le sens de chaque action et vont donc aller rechercher l'information à droite, à gauche, ce qui est une réelle richesse quand on est face à de la résolution de problèmes où on a plein d'avis, plein de regards différents. Alors là, voilà, de manière très c'est quelques secteurs d'activité dans la création, la communication, les liens sociaux, l'accompagnement, l'entrepreneuriat. Tout ce qui va être métier qui va stimuler l'intellect, tous les métiers en lien avec le manuel et les métiers d'action. Besoin d'aller se surpasser, besoin de se dépasser. Donc gendarmerie, effectivement, force de l'ordre, etc., etc. Donc ça, voilà, c'est quelques métiers d'exemple, quelques secteurs d'activité. Donc voilà, de toute manière, Redouane vous l'a confirmé tout à l'heure, vous aurez effectivement le support, ce qui vous permettra en tout cas de relire les slides de manière un petit peu plus approfondie. Très, très bien. C'est vrai qu'il y a eu un problème de temps avec les problèmes techniques également. On va aller directement, je ne vais pas parler de recrutement, effectivement. J'aimerais qu'on parle plutôt de management des personnes avec un TDAH. Oui, alors, effectivement, quand on est face aujourd'hui à un collaborateur ayant un TDAH, il y a de toute manière un maître mot qui est l'écoute active et l'ouverture d'esprit. Tout à l'heure, Redouane parlait de différence. On est tous différents, on a tous des complémentarités et ce sont nos complémentarités qui font la richesse d'une organisation, d'une société. Donc, plus vous serez à l'écoute active de vos collaborateurs, plus vous allez ouvrir votre esprit à différents modes de fonctionnement, plus vous allez comprendre son fonctionnement et ainsi vous adapter à ses complémentarités, pardonnez-moi. Il faut bien comprendre que la première des choses, donc l'écoute active, l'ouverture d'esprit, plus vous allez créer un climat de confiance avec votre collaborateur, plus vous allez être totalement transparent en disant écoute, voilà, moi je ne connais pas grand-chose au TDAH, dis-moi comment tu fonctionnes et
on va essayer de voir comment on peut harmoniser ton fonctionnement et mon fonctionnement pour pouvoir en tout cas apporter un maximum d'efficience au sein de l'équipe. Ouvrez-vous, n'ayez pas peur de vous ouvrir à quelque chose que vous ne connaissez pas. C'est justement dans ces moments-là que vous allez récupérer la richesse de l'autre, la richesse de toutes les complémentarités. Donc, il est vraiment important d'avoir cette écoute active et cette ouverture d'esprit. Deuxième point important, sortez des process. S'il n'y avait qu'une seule façon de faire quelque chose, tout le monde ferait la même chose. Et ça serait particulièrement, en fait, ennuyeux. Donc, laissez sortir d'un cadre extrêmement restrictif, vous allez voir, vous allez avoir une création, une innovation qui va être extrêmement importante. Donnez des consignes qui soient claires et des points réguliers, des objectifs réguliers. Ça, c'est vraiment important et surtout de l'explicite. L'implicite, les collaborateurs à un TDAH vont parfois rencontrer des difficultés à comprendre l'implicite. Et surtout, confier des responsabilités. Plus vous allez l'amener à prendre part à des initiatives, à des responsabilités, plus vous allez le valoriser et vous allez limiter le risque de RPS. Une personne ayant un TDAH qui s'ennuie, c'est une personne qui malheureusement va avoir un impact sur sa santé mentale qui va être dégradée et vous risquez de perdre un collaborateur. La stimulation, les objectifs, la récompense sur du court terme. Ça, c'est vraiment les maîtres mots, on va dire, du TDAH. C'est bon, Redouane? Alors, je pense, oui, oui, je pense qu'on peut passer. Je pense que c'est important en termes de solutions et d'aménagement, notamment organisationnel. Oui, alors, ce que je vous évoquais tout à l'heure, des tâches courtes, multiples, variées, plutôt que des objectifs à 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois. Si vous avez un objectif à 6 mois, je vous invite en tout cas à découper en mini-objectifs, en micro-objectifs pour pouvoir amener le collaborateur à savourer ses petites victoires petit à petit. Dans les aménagements de l'environnement, oui, merci Redouane. Pardon, j'avance un peu plus vite parce que on laisse je vois l'heure pour je vois l'heure. Sur les aménagements en termes d'environnement, privilégiez plutôt les bureaux isolés, silencieux, loin des machines à café, loin des salles de pause, pour que le collaborateur puisse véritablement se concentrer sur les tâches à faire. N'hésitez pas à lui proposer un casque anti-bruit ou un casque avec de la musique qui puisse se mettre dans son environnement. Réduction des sources de distraction, les open space, les machines à café, etc., etc. Et si vous avez la possibilité, au niveau de l'environnement, d'avoir un espace tampon, une salle de retour au calme, c'est bien évidemment bénéfique pour le collaborateur ayant un TDAH, mais c'est bénéfique pour l'ensemble de l'équipe. Donc ça, c'est sur l'environnement. Et la slide suivante. Allez, on va la passer. Ça va être la dernière. Ouais, encadrement bienveillant et direct. C'est-à-dire ouverture d'esprit, écoute active. Vous allez automatiquement créer un climat de confiance et de bienveillance. Direct, pas de sous-entendu, pas d'implicite. Voilà, c'est compliqué. Et des feedbacks pour renforcer la confiance de votre collaborateur. Mixé en termes d'instruction, écrit, oral. Et demandez à reformuler pour que vous puissiez vous assurer que le collaborateur ait bien compris la consigne. Et en termes de réunion, je vous l'ai évoqué tout à l'heure pour le comité de direction, des réunions peut-être plus courtes, plus ciblées, plus structurées et surtout avec un compte rendu parce que bon nombre d'informations parfois malheureusement peuvent passer à la trappe malheureusement. Donc un compte rendu est important pour que le collaborateur puisse avoir tout le déroulé, toutes les informations, comme ce que vous allez avoir avec donc le diapo que l'on va fournir après. Très bien. Merci beaucoup, Hugues. On va essayer de répondre à quelques questions. Oui. Bon, je fais une question rapide. Un collaborateur TDAH. Ah, Redouane, on vient de te reperdre. Je te laisse répondre, Hugues. Oui, alors ça a coupé, Redouane, on n'a pas eu ta question, désolé. Un collaborateur TDAH peut-il assurer des fonctions managériales? Bien sûr.
Bien sûr, au contraire, intelligence émotionnelle, empathie, bienveillance, fédérateur. Bien évidemment que le TDAH peut parfaitement être concilié avec un poste de manager. J'ai été manager pendant 20 ans et j'ai un TDAH, donc c'est tout à fait possible. Très bien. Il y avait des questions où on a déjà répondu. Concrètement, quelles difficultés, quelle compensation, quel accompagnement à l'insertion des jeunes, par exemple. Mais je pense que là, on a déjà répondu. Qui est habilité à faire ce diagnostic? Quel spécialiste? Et quelle prise en charge? Alors, sur les adultes, ce sont les neurologues et les psychiatres qui sont médecins. Pour rappel, un ou une psychologue n'est pas médecin. De nombreuses fonctions paramédicales peuvent vous faire passer les tests, mais le diagnostic doit être obligatoirement posé par un médecin, neurologue et ou psychiatre. Très, très bien. Donc là, il y avait une question, on parle d'impulsivité, d'hyperactivité. Pouvez-vous nous donner des exemples de fonctionnement de personnes qui ont un TDAH et auxquelles il faudrait veiller? Je pense que ça aussi, on a déjà répondu, hein. Oui, alors après, pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez très bien contacter Talent Handicap ou Atypie Conseil. On se fera en tout cas un plaisir de répondre à vos questions, en tout cas celles auxquelles on n'a pas apporté une réponse. Voilà, on se tient, je pense, à disposition. Redouane, je m'engage un petit peu avant, mais je pense que bon. Non, mais c'est important. Désolé vraiment pour le timing. En tout cas, sachez que il y a des formations. Talent Handicap est organisme de formation certifié Calliope avec un catalogue de formations spécialisées dans le handicap et dans le catalogue, il y a des formations sur la neurodiversité, dont certaines sont animées par Hugues, justement. Donc, n'hésitez pas, si vous souhaitez être formé, et une formation, voilà, il y a vraiment un travail concret, des exercices, c'est très engageant, c'est très participatif, il y a de la réflexion, un travail de groupe, donc qu'on peut pas avoir dans le cadre d'un simple webinaire. En tout cas, merci beaucoup de votre participation. Vous aurez le support avec des choses en plus qu'on n'a pas eu le temps d'aborder. J'espère que vous m'en l'impression qu'il y a des problèmes de connexion. On t'entend, Redouane. En tout cas, merci beaucoup. En tout cas, bonne journée nationale du TDAH. Merci de votre participation. Merci Hugues d'avoir co-animé ce webinaire. Merci pour ton expertise. Puis je vous dis à bientôt dans le cadre d'un autre webinaire. Merci à vous toutes et tous. Merci Redouane. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.